il y a des personnages qui entrent au cinéma comme s'ils demandaient la permission. Et puis, il y a Lara Croft. Elle arrive avec ses 2 pistolets, ses lunettes sombres, son calme presque insolent et cette façon très particulière de donner l'impression que le danger n'est pas un obstacle, mais une sorte de rendez-vous. En 2 ou 3 images, on comprend déjà tout. Cette femme n'est pas là pour être sauvée. Elle n'est pas là pour accompagner un héros. Elle est le centre de l'aventure. Et en 2001, ce détail avait beaucoup plus de poids qu'on pourrait le croire aujourd'hui. Parce qu'il faut se replacer dans l'époque. Au début des années 2000, les adaptations de jeux vidéo au cinéma n'avaient pas exactement une réputation prestigieuse. Pour beaucoup de spectateurs, c'était même presque une catégorie maudite. On pensait à des films souvent bruyants, parfois amusants, mais rarement considérés comme de grands objets de cinéma. Et pourtant, Lara Croft, Tomb Raider arrive avec une ambition très claire. Ne pas seulement reprendre un jeu célèbre, mais transformer son héroïne en icône mondiale de blockbuster. Pas juste une mascotte pour les fans, une vraie figure de pop culture, visible partout, reconnaissable immédiatement. Ce qui rend cette arrivée fascinante, c'est que Lara Croft existait déjà dans l'imaginaire collectif avant même que le film commence. Le personnage vient de la série de jeux vidéo Tomb Raider, développée à l'origine par Core Design et apparue en 1996. À l'époque, elle devient très vite plus qu'un avatar de jeu. Elle est sur les affiches, dans les magazines, dans les conversations, dans les publicités. Même des gens qui n'ont jamais tenu une manette savent à peu près qui elle est. Une aristocrate britannique, aventurière, archéologue, sportive, indépendante, qui explore des tombeaux anciens comme d'autres entrent dans un musée. Mais le passage du jeu vidéo au cinéma pose une question délicate. Comment donner une âme à un personnage que beaucoup connaissent surtout par sa silhouette, son attitude et ses actions? Dans un jeu, Lara fonctionne parce que le joueur la contrôle. Elle saute, grimpe, tire, fouille, tombe, recommence. Elle est un mouvement permanent. Au cinéma, le public ne contrôle plus rien. Il regarde. Il faut donc que Lara devienne autre chose qu'une image cool. Il faut qu'elle ait une présence, une voix, une fragilité peut-être, même si le film ne veut jamais trop casser son aura de super aventurière. C'est là qu'Angelina Jolie entre en jeu. Et franchement, avec le recul, on comprend pourquoi son choix a autant marqué. Au moment du film, elle n'est pas simplement une actrice connue. Elle est déjà une personnalité magnétique, imprévisible, très commentée, avec une énergie qui semble parfois dépasser le cadre habituel d'Hollywood. Elle apporte à Lara quelque chose que le scénario seul n'aurait peut-être pas pu fabriquer. Une impression de danger réel. Pas seulement le danger autour du personnage, mais le danger dans le regard du personnage. Quand elle sourit, on ne sait jamais si elle est amusée, provocante, ou déjà en train de calculer son prochain coup. Le film le comprend très vite. Il ne commence pas par une longue explication, ni par une présentation sage de l'univers. Il préfère nous jeter dans l'action, dans une séquence qui ressemble presque à un entraînement spectaculaire, comme si Lara se testait elle-même contre une machine sortie d'un fantasme de science-fiction. Ce choix est malin parce qu'il donne immédiatement le ton. On ne nous dit pas « voici une aventurière exceptionnelle ». On nous le montre, elle bouge, elle attaque, elle esquive, elle improvise. Et surtout, elle semble s'amuser. C'est peut-être l'un des éléments les plus importants du personnage. Lara ne subit pas l'aventure, elle la cherche. Mais derrière cette énergie très pop, le film essaie aussi de lui donner une blessure intime. Son père, Lord Richard Croft, est absent, disparu, presque fantomatique dans sa vie. Et ce père est joué par Jon Voight, le vrai père d'Angelina Jolie, ce qui ajoute forcément une couche particulière à l'écran. Même sans connaître l'histoire personnelle des acteurs, on sent que les scènes liées à cette relation ont une texture différente. Elles ralentissent le film. Elles rappellent que sous l'armure de l'icône, il y a une fille qui n'a jamais totalement refermé une perte. Ce contraste est intéressant parce que Lara Croft, Tomb Raider, est souvent résumé comme un pur film d'action, avec des temples, des gadgets, des méchants, des explosions et des énigmes anciennes. Et oui, tout cela est là. Le film adore son côté parc d'attractions. Il mélange l'archéologie de bande dessinée, les sociétés secrètes, la technologie, les manoirs anglais, les paysages exotiques et les chorégraphies d'action. Mais son vrai moteur, au moins dans sa première partie, n'est pas seulement la quête d'un objet mystérieux.
c'est la question de l'héritage. Que fait-on avec ce qu'un parent laisse derrière lui? Une fortune? Un nom? Une maison? Une mission? Un silence? Lara vit dans un monde de luxe, mais ce luxe n'a rien de paisible. Le manoir Croft n'est pas présenté comme une simple demeure confortable. C'est presque une base secrète, un musée personnel, un terrain d'entraînement et un sanctuaire familial en même temps. Chaque pièce semble raconter quelque chose d'elle. Son goût du risque, son rapport au passé, sa solitude aussi. On y trouve des armes, des artefacts, des machines, des couloirs immenses, et cette impression que la maison est trop grande pour une seule personne. C'est un décor spectaculaire, bien sûr, mais aussi une manière simple de dire que Lara habite littéralement dans l'ombre de son héritage. À côté d'elle, le film installe aussi des personnages qui permettent de détendre l'atmosphère. Bryce, son assistant technique, joué par Noah Taylor, apporte un humour nerveux, un côté bricolage high-tech un peu chaotique. Hilary, le majordome interprété par Chris Barry, apporte une touche plus britannique, plus sèche, plus domestique. Ces personnages ne sont pas là pour voler la vedette. Ils servent surtout à créer un petit écosystème autour de Lara. Elle n'est pas une héroïne totalement isolée, mais elle reste la seule personne qui puisse vraiment entrer dans le cœur de l'aventure. Et puis, il y a Manfred Powell, joué par Ian Glenn. Le film en fait un adversaire élégant, froid, lié à une organisation secrète qui cherche à contrôler un pouvoir ancien. Dans un autre type de film, on aurait peut-être développé davantage ses motivations. Ici, il fonctionne surtout comme un miroir très net de Lara. Lui aussi s'intéresse au passé. Lui aussi connaît la valeur des objets anciens. Mais là où Lara cherche encore, d'une certaine manière, un lien avec son père et avec une forme de vérité, Powell cherche le pouvoir. Cette différence donne au conflit une simplicité presque mythologique. Deux personnes regardent le même artefact, mais ne voient pas du tout la même chose. Ce qui frappe aussi, quand on revoit le film aujourd'hui, c'est son mélange d'ancien et de moderne. Lara utilise des technologies très début des années 2000, avec une esthétique de laboratoire informatique, d'écran, de gadgets et de systèmes mécaniques. Mais en même temps, l'histoire nous parle de planètes alignées, de tombeaux oubliés, d'artefacts anciens et de cérémonies secrètes. C'est exactement ce que le film essaie de vendre. Une héroïne capable de passer d'un manoir ultra équipé à une ruine sacrée sans jamais changer de nature. Elle appartient au présent, mais elle court après les secrets du passé. Cette idée était particulièrement puissante en 2001, parce que le cinéma d'aventure cherchait alors de nouvelles formes. Indiana Jones restait la grande référence, évidemment, mais il appartenait déjà à une autre époque du blockbuster. Lara Croft arrive comme une réponse plus numérique, plus stylisée, plus clip, plus internationale. Le film n'a pas la même chaleur artisanale que les aventures classiques des années 80. Il a quelque chose de plus froid, plus métallique, plus publicitaire parfois, mais c'est aussi ce qui le rend très identifiable. On sent l'esthétique de son époque dans presque chaque choix. Les costumes, le montage, la musique, les ralentis, la façon de filmer Angelina Jolie comme une icône déjà prête pour les affiches. Et c'est peut-être là que le film devient plus intéressant que sa réputation critique. Lara Croft, Tomb Raider n'est pas un film parfait, loin de là. Son récit peut sembler mécanique, certaines scènes vont très vite, et l'équilibre entre émotion, aventure et spectacle n'est pas toujours fluide. Mais il capture quelque chose de précis, le moment où Hollywood comprend que les personnages de jeux vidéo peuvent devenir des stars de cinéma, même si l'industrie ne sait pas encore totalement comment raconter leurs histoires. Le film avance avec une certitude presque naïve. Lara est assez forte pour porter tout un univers sur ses épaules, et commercialement, cette intuition va se révéler très importante. Pour le public français, le film arrive aussi comme un objet très reconnaissable. Son titre reste Lara Croft, Tomb Raider, sans traduction spectaculaire, parce que le nom du personnage est déjà la marque. C'est un choix révélateur. On ne vend pas seulement une histoire, on vend une figure. En France, où le jeu vidéo est déjà bien installé dans la culture populaire, mais pas encore toujours pris au sérieux comme matière de cinéma, cette sortie a quelque chose de curieux. On va voir le film autant pour l'aventure que pour vérifier si Hollywood peut vraiment donner chair à cette héroïne virtuelle que tout le monde connaît. Et dès cette première approche, on comprend que le film ne cherche pas le réalisme. Il veut du style, du rythme,
du mystère facile à suivre, de l'exotisme de blockbuster. Il veut que Lara traverse le monde comme si la planète entière était une salle de jeu géante, remplie de portes secrètes et de mécanismes anciens. On peut sourire de cette vision, bien sûr, mais elle correspond parfaitement au fantasme Tomb Raider de l'époque. L'idée qu'une seule personne, brillante et intrépide, peut lire les signes que les autres ne voient pas, ouvrir les passages oubliés et survivre là où tout le monde échouerait. Ce premier mouvement du film sert donc à installer une promesse. Pas encore toutes les réponses, pas encore tous les secrets, mais une promesse claire. Lara Croft n'est pas seulement en train de courir après un objet. Elle court après une partie de son histoire, après l'ombre de son père, après une vérité enfouie dans le temps lui-même. Et lorsque le film commence à parler d'alignement planétaire, d'horloges cachées et d'une organisation qui manipule l'histoire dans l'ombre, on sent que l'aventure va quitter le simple terrain de l'action pour entrer dans quelque chose de plus grand, plus étrange, presque cosmique. C'est exactement ce que nous allons suivre maintenant. Comment cette histoire, parfois folle, parfois maladroite, mais toujours portée par une énergie très particulière, transforme une héroïne de jeux vidéo en chasseuse de mythes sur grand écran. Parce que derrière les cascades et les lunettes noires, Lara Croft. Tomb Raider repose sur une mécanique narrative très simple. Une fille trouve un message laissé par son père, et ce message l'entraîne vers un secret que beaucoup d'hommes puissants auraient préféré garder pour eux. Ce qui lance vraiment l'aventure, dans Lara Croft, Tomb Raider, ce n'est pas une explosion, ni une attaque spectaculaire, ni même un ennemi qui se présente en grand méchant dès la première minute. C'est un son, un simple tic-tac, et ce détail est très malin, parce que le film choisit de faire entrer le mystère par quelque chose de minuscule, presque intime, caché dans le manoir Croft. Lara entend ce bruit, elle le suit, elle fouille, et soudain, son immense maison devient un lieu de découverte. Pas une tombe perdue au bout du monde, pas un temple oublié, sa propre maison. Ce tic-tac vient d'un objet ancien, une sorte d'horloge mystérieuse dissimulée dans les murs du manoir. Et dès cet instant, le film commence à relier plusieurs couches de l'histoire. Le passé familial de Lara, les secrets de son père, les forces occultes qui cherchent un pouvoir ancien, et un événement céleste rare, un alignement planétaire. Ce n'est pas subtil au sens réaliste du terme, évidemment. On est dans un grand film d'aventure populaire, avec des symboles très visibles et des idées presque mythologiques. Mais c'est justement ce qui donne à l'histoire son charme de bande dessinée. Un simple bruit dans une maison anglaise ouvre une porte vers un secret vieux de plusieurs siècles. L'objet découvert par Lara est lié à une clé, ou plutôt à une mécanique beaucoup plus vaste. Le film nous explique qu'un alignement des planètes approche, et que cet alignement permettrait d'activer un artefact appelé le triangle de lumière. Cet artefact aurait été séparé en 2 morceaux pour empêcher quiconque d'utiliser son pouvoir. Et son pouvoir, justement, est immense. Manipuler le temps, voilà le vrai cœur fantastique du film. Pas seulement trouver un trésor, pas seulement empêcher un groupe secret de dominer le monde. Le vrai fantasme, ici, c'est la possibilité de changer ce qui a été perdu. Et à partir de là, l'histoire devient beaucoup plus personnelle qu'elle n'en a l'air. Parce que pour Powell et les Illuminati, le temps est un outil de pouvoir. Pour Lara, le temps est une blessure. Elle a perdu son père. Elle vit avec son absence. Elle garde autour d'elle des traces de lui, des souvenirs, des objets, des messages. Donc quand le film introduit l'idée de contrôler le temps, il ne parle pas seulement d'un gadget magique. Il touche à une question très humaine. Si vous pouviez revenir en arrière, que feriez-vous? Est-ce que vous sauveriez quelqu'un? Est-ce que vous corrigeriez une erreur? Est-ce que vous accepteriez enfin ce que vous avez refusé d'accepter? C'est cette dimension qui empêche Lara d'être seulement une héroïne invincible. Oui, elle sait se battre. Oui, elle sait piloter, tirer, grimper, déchiffrer des indices et garder son sang-froid dans des situations absurdes. Mais son point faible est simple. Son père. Le film ne la rend pas vulnérable par une peur physique, parce qu'elle semble rarement impressionnée par le danger. Il la rend vulnérable par le souvenir. Et ce souvenir est d'autant plus fort que Lord Richard Croft n'est pas seulement une figure paternelle classique. Il est aussi celui qui lui transmet une mission, presque comme si l'amour familial passait par une énigme à résoudre. Ce choix donne au récit une couleur particulière. Dans beaucoup de films d'aventure,
Le héros cherche un objet parce qu'il faut sauver le monde ou parce qu'un méchant veut s'en emparer. Ici, bien sûr, ces éléments existent. Mais Lara avance aussi parce qu'elle veut comprendre ce que son père lui a laissé. Elle veut savoir pourquoi il a caché ces informations, pourquoi il a préparé ce message, pourquoi il semble encore guider ses pas depuis l'au-delà. Et le film joue constamment avec cette idée. Le passé n'est jamais vraiment mort. Il attend simplement que quelqu'un sache le lire. Manfred Powell, lui, comprend très bien la valeur de cette quête, mais il n'en respecte pas le sens. Il utilise les mêmes indices, il cherche les mêmes fragments, il connaît les mêmes légendes, mais il avance avec une logique de possession. Tout ce qui est ancien, pour lui, devient une arme possible. Il y a quelque chose de froid dans sa manière d'agir. Il ne semble pas émerveillé par les mystères qu'il découvre. Il les traite comme des pièces d'un plan. C'est une différence essentielle avec Lara, parce qu'elle, malgré son arrogance apparente, garde une forme de curiosité sincère. Elle aime l'aventure, elle aime les énigmes, elle aime le frisson de l'inconnu. Et puis, il y a cette organisation secrète, les Illuminati, que le film utilise comme un symbole très direct. Dans Lara Croft, Tomb Raider, ils ne sont pas traités comme une idée historique complexe. Ils sont plutôt une force de l'ombre, un groupe de puissants qui attend le bon moment pour reprendre le contrôle d'un pouvoir ancien. C'est 13 années 2000 dans l'esprit. Les sociétés secrètes, les codes cachés, les complots anciens, les cérémonies mystérieuses. Avant même que ce type d'imaginaire explose encore plus dans la culture populaire, le film joue déjà avec cette fascination pour les groupes qui manipuleraient l'histoire depuis les coulisses. Ce qui est intéressant, c'est que le film ne s'attarde pas trop longtemps sur les règles exactes de cette organisation. Il préfère avancer vite, presque comme un jeu vidéo. Un indice mène à un lieu mène à une attaque mène à une révélation mène au prochain morceau de la quête. Cette structure peut sembler simpliste, mais elle correspond à l'énergie du personnage. Lara n'est pas faite pour rester assise pendant 20 minutes à discuter d'une théorie. Elle doit bouger. Le récit est construit autour de son mouvement, comme si chaque scène devait lui donner une nouvelle occasion d'entrer en action. L'une des grandes étapes de cette quête mène Lara au Cambodge, dans un temple spectaculaire où le film assume pleinement son goût pour l'aventure exotique. Aujourd'hui, on peut regarder ce type de décor avec un œil plus critique, parce que le cinéma occidental a souvent utilisé les temples, les ruines et les cultures anciennes comme de simples terrains de jeu pour héros européens ou américains. Mais dans le contexte du film, cette séquence représente surtout l'imaginaire Tomb Raider dans sa forme la plus reconnaissable. Des pierres anciennes, des mécanismes cachés, des statues menaçantes, une architecture sacrée transformée en puzzle géant. La scène du temple fonctionne comme un passage obligé. C'est là que le film doit prouver qu'il peut traduire l'expérience du jeu vidéo en images de cinéma. Dans un jeu Tomb Raider, le plaisir vient souvent de l'exploration. Observer un espace, comprendre sa logique, chercher un passage, éviter un piège, découvrir ce qui est dissimulé. Au cinéma, on ne peut pas reproduire exactement cette sensation, parce que le spectateur ne participe pas directement. Alors le film compense avec le spectacle, des statues qui prennent vie, une chorégraphie d'action très visuelle, des mouvements rapides, une menace qui surgit du décor lui-même. Le temple devient presque un adversaire. Et Lara, dans tout ça, reste fidèle à son image. Elle ne panique pas. Elle analyse, elle improvise, elle combat. Il y a même une certaine élégance irréelle dans sa manière d'affronter l'impossible. Là encore, le film ne cherche pas le réalisme. Il cherche l'icône. Lara doit être crédible non pas comme une personne ordinaire, mais comme une héroïne de légende moderne. Elle est moins proche d'une archéologue réelle que d'une figure mythique, à mi-chemin entre l'aventurière classique, la super-héroïne et la star de clips d'action. On peut trouver cela excessif, mais c'est exactement ce qui a fixé son image dans la mémoire populaire. Le triangle de lumière, au fond, est un objet assez simple dans sa fonction narrative. Il est puissant, il est dangereux, il est divisé, il doit être retrouvé avant les méchants. Mais ce qui compte vraiment, c'est ce qu'il révèle chez les personnages. Powell le voit comme une chance d'obtenir un contrôle immense. Les Illuminati le voient comme l'accomplissement d'un vieux plan. Lara, elle, se retrouve face à une tentation beaucoup plus intime. Si le temps peut être manipulé,
Alors peut-être que la mort de son père n'est pas totalement irréversible. Peut-être que la perte peut être négociée. Et c'est là que le film touche quelque chose de plus profond que ces scènes d'action. Parce que cette idée parle à tout le monde. Pas besoin d'être archéologue, milliardaire ou aventurier pour comprendre ce désir. Chacun a, quelque part, un moment qu'il aimerait revoir, une conversation qu'il aimerait recommencer, une personne qu'il aimerait retrouver, même quelques minutes. Le film ne développe pas cette idée avec une grande finesse dramatique, mais il la place au centre de la quête de Lara. Et parfois, une idée simple suffit, surtout dans un blockbuster. Elle donne une émotion claire à une intrigue qui, sinon, pourrait n'être qu'une course aux objets magiques. Ce qui rend la relation entre Lara et son père encore plus étrange, c'est qu'elle passe beaucoup par des messages différés. Lord Croft n'est pas là pour l'accompagner normalement. Il a préparé des indices, des enregistrements, des traces. C'est une présence construite à travers l'absence. Il parle depuis le passé et Lara lui répond par ses actions dans le présent. Le film transforme donc la quête archéologique en dialogue familial. Chaque découverte devient une phrase de plus dans une conversation qu'ils n'ont jamais pu finir. C'est aussi pour cela que Lara ne peut pas simplement abandonner l'affaire. Si tout cela n'était qu'un objet ancien, elle pourrait peut-être choisir la prudence. Mais quand l'horloge apparaît, quand les indices de son père se confirment, quand Powell entre dans la danse, l'aventure devient personnelle. On comprend que Lara ne cherche pas seulement à empêcher une catastrophe, elle cherche à être digne de ce que son père a préparé pour elle. Et ce sentiment, même s'il est enveloppé dans un film très stylisé, donne au personnage une motivation lisible et émotionnelle. Le film avance ensuite vers une logique de compte à rebours. L'alignement planétaire n'attendra personne. Les morceaux doivent être trouvés au bon moment. Les ennemis se rapprochent. Les lieux changent. La tension vient moins d'une enquête réaliste que d'une mécanique d'urgence. C'est une structure très efficace pour un film d'aventure, parce qu'elle crée une impression de mouvement constant. Même quand une scène explique des informations, on sent que le temps presse. Et c'est presque ironique, puisque l'objet recherché concerne justement le contrôle du temps. Tout le monde court après quelque chose qui promet de faire cesser la course. Cette deuxième grande couche de l'histoire nous montre donc un film plus simple en apparence qu'en réalité. Oui, il y a des Illuminati. Oui, il y a un artefact ancien. Oui, il y a des temples, des combats et des énigmes. Mais sous cette surface très spectaculaire, Lara Croft. Tomb Raider raconte aussi une histoire de deuil. Lara doit comprendre que le passé peut guider, mais qu'il ne doit pas forcément être réécrit. Et c'est une leçon importante pour un personnage qui vit entouré d'objets anciens. Certains trésors ne sont pas faits pour être possédés, certains secrets ne sont pas faits pour être utilisés, et certains adieux ne peuvent pas être annulés. La beauté un peu mélancolique du film se cache là, dans ce mélange bizarre entre action explosive et douleur familiale. On peut regarder Lara sauter à travers des pièges, affronter des statues et défier une société secrète. Mais son vrai combat se joue ailleurs. Il se joue dans sa capacité à accepter que son père lui a laissé une mission, pas une machine pour effacer sa perte. Et cette idée prépare directement ce que le film va faire avec Angelina Jolie, parce que sans elle, sans son regard, sans sa présence physique et émotionnelle, tout cela serait peut-être resté un simple scénario de chasse au trésor. C'est justement ce qu'il faut regarder maintenant. Comment Angelina Jolie a construit cette Lara Croft de chair et d'os, comment le casting autour d'elle fonctionne, et pourquoi ce rôle est devenu l'un des tournants les plus visibles de son image publique. Car dans ce film, l'histoire compte, les décors comptent, les effets comptent. Mais soyons honnêtes, la vraie attraction, celle qui tient tout ensemble, c'est elle. Quand on parle de Lara Croft, Tomb Raider, il y a une évidence qu'on ne peut pas contourner. Le film repose presque entièrement sur Angelina Jolie. Pas seulement parce qu'elle est l'actrice principale, pas seulement parce que son visage est sur l'affiche, mais parce que tout le projet dépend d'une question très simple. Est-ce que le public va croire qu'elle est Lara Croft? Pas une actrice déguisée en personnage de jeu vidéo, pas une imitation. Lara Croft elle-même, transportée dans le monde réel avec assez de force pour faire oublier les pixels, les manettes et les cinématiques de console. Et c'est là que le choix devient passionnant. Angelina Jolie n'avait pas exactement l'image d'une star d'action classique avant ce film.
Elle avait déjà une réputation forte, intense, parfois provocante. Elle avait gagné l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle pour Une vie volée, et elle portait autour d'elle une aura très différente de celle des héroïnes hollywoodiennes parfaitement lisses. Elle semblait plus imprévisible et plus nerveuse, plus dangereuse aussi. Pour Lara, c'était précieux, parce que le personnage dans le jeu pouvait facilement devenir une simple icône esthétique. Jolie lui donne quelque chose de plus sauvage. Ce qui frappe dès ses premières scènes, c'est sa manière de tenir le cadre. Elle ne joue pas Lara comme une personne ordinaire qui ferait des choses extraordinaires. Elle la joue comme quelqu'un qui a grandi dans l'extraordinaire et pour qui le danger est presque une routine. Son calme n'est pas passif. Il est actif, concentré, légèrement moqueur. Quand elle affronte une menace, elle ne semble pas seulement vouloir survivre. Elle semble vouloir tester ses limites. Ce détail change beaucoup de choses, parce qu'il donne au personnage une confiance qui pourrait paraître arrogante, mais qui devient une partie de son charme. La transformation physique a évidemment beaucoup compté. Pour incarner Lara Croft, Angelina Jolie a suivi un entraînement très exigeant, mêlant travail de combat, maniement d'armes, préparation athlétique et chorégraphie d'action. Le but n'était pas simplement qu'elle ait l'air forte sur une affiche. Il fallait qu'elle puisse bouger comme le personnage, entrer dans les cascades, donner de la crédibilité aux scènes où Lara saute, court, tire, grimpe et se bat. Et même lorsque le film utilise le montage ou les doublures comme tout blockbuster d'action, on sent que Jolie a cherché à posséder le rôle physiquement. C'est important, parce que Lara Croft est un personnage qui se comprend par le corps. Dans les jeux vidéo, on la voit avant tout en mouvement. Elle explore, elle tombe, elle se relève, elle franchit des espaces impossibles. Le cinéma devait donc traduire cette logique. Angelina Jolie ne pouvait pas seulement dire des répliques avec assurance. Elle devait occuper l'espace comme quelqu'un qui sait exactement où poser le pied, où viser, quand sourire et quand frapper. Dans ses meilleures scènes, elle y parvient avec une sorte de précision féline. Rien n'a l'air totalement réaliste, mais tout a l'air volontaire. Ce qui est plus délicat, c'est l'équilibre entre la Lara icône et la Lara humaine. Le film veut clairement la montrer comme une figure spectaculaire. Les costumes, les poses, les lunettes, les pistolets, les ralentis, tout est pensé pour fabriquer une image mémorable. Mais il lui faut aussi des moments plus bas, plus silencieux, pour que le personnage ne devienne pas seulement une statue de posté. Ces moments arrivent surtout quand il est question de son père. Et là, Angelina Jolie change légèrement de registre. Son regard devient moins joueur, sa voix semble plus retenue. Elle laisse apparaître une tristesse que Lara ne formule pas toujours directement. La présence de Jon Voight dans le rôle de Lord Richard Croft ajoute une couche très particulière. Le spectateur moyen peut simplement voir un père de fiction qui laisse à sa fille une mission mystérieuse. Mais le fait que Voight soit le père réel d'Angelina Jolie donne aux scènes une résonance supplémentaire, même si le film reste dans les codes du divertissement. Il y a quelque chose d'étrange dans cette idée. Une actrice joue une héroïne qui cherche symboliquement son père, face à son vrai père devenu une figure presque fantomatique du récit. Cela donne au passage émotionnel une texture qu'on n'aurait pas obtenue avec n'importe quel duo. Jon Voight apporte d'ailleurs une forme de gravité calme. Il n'est pas énormément présent à l'écran, mais son personnage pèse sur toute l'histoire. Lord Croft n'a pas besoin d'apparaître constamment pour exister. Il est dans les objets, dans les souvenirs, dans les instructions laissées à Lara, dans la manière dont elle continue à vivre sous son influence. Voight joue cette figure comme un homme doux mais secret, aimant mais distant, presque déjà appartenant au monde des légendes que sa fille explore. Il n'est pas seulement un père disparu, il est une énigme de plus. Autour de Lara, le casting a une fonction assez claire, faire ressortir différentes facettes d'elle. Noah Taylor, dans le rôle de Bryce, joue l'assistant technique avec un mélange d'ironie, de fatigue et de nervosité. Il est là pour rappeler que même dans un univers d'artefacts anciens, Lara appartient aussi à un monde moderne, fait d'ordinateurs, de gadgets, de simulations et de bricolage improbable. Bryce n'est pas un grand aventurier, il est plutôt celui qui reste derrière les écrans, qui teste, qui répare, qui panique un peu quand Lara transforme une opération sérieuse en chaos total. Chris Barry, lui, apporte une autre couleur avec Hilary le majordome.
Il représente cette tradition britannique presque caricaturale, mais amusante, du serviteur impeccable, capable de rester poli même quand tout autour de lui devient absurde. Sa présence donne au manoir Croft un côté à la fois aristocratique et comique. Et surtout, il permet de montrer que Lara vit dans un quotidien très étrange. Pour elle, s'entraîner avec des machines de combat, recevoir des livraisons mystérieuses, partir soudainement à l'autre bout du monde, tout cela fait partie de la normalité. Hilary et Bryce sont un peu les témoins blasés de cette vie impossible. Ian Glenn, dans le rôle de Manfred Powell, joue un adversaire d'un autre registre. Il n'est pas un méchant hystérique ni une brute simple. Il est élégant, contrôlé, presque administratif dans sa manière de chercher le pouvoir. Ce type de méchant fonctionne bien face à Lara parce qu'il ne tente pas de rivaliser avec elle sur le terrain physique. Il rivalise sur le terrain de la connaissance, de la manipulation, de l'anticipation. Powell donne l'impression d'un homme qui pense que le monde lui appartient déjà et que les objets anciens ne sont que des outils supplémentaires pour confirmer cette supériorité. Daniel Craig apparaît aussi dans le film, bien avant de devenir mondialement associé à James Bond. Il joue Alex West, un autre pilleur de tombes, plus ambigu, plus opportuniste, avec une relation passée avec Lara qui reste volontairement chargée de sous-entendus. Ce qui est amusant à revoir aujourd'hui, c'est de voir Craig dans ce rôle secondaire d'aventurier un peu voyou. Alors que quelques années plus tard, il deviendra l'un des visages les plus célèbres du cinéma d'action britannique. Ici, il apporte une tension différente. Il n'est pas exactement un allié fiable, pas totalement un ennemi non plus. Il existe dans cette zone grise qui convient bien à l'univers de Lara. La dynamique entre Lara et Alex aurait pu devenir un axe romantique beaucoup plus classique. Le film choisit de ne pas trop s'y enfermer. Il suggère, il provoque, il laisse entendre qu'ils se connaissent intimement, mais il garde Lara au centre. Et c'est essentiel. Dans un blockbuster hollywoodien plus traditionnel, on aurait peut-être cherché à adoucir l'héroïne en lui donnant une histoire d'amour plus évidente. Ici, même quand il y a une attraction, Lara reste maîtresse du jeu. Elle n'est pas définie par son désir pour un homme, elle est définie par sa mission, son intelligence, son deuil et son goût presque insolent pour le risque. Ce point compte beaucoup pour comprendre l'impact du film. Lara Croft au cinéma arrive à une époque où les grandes héroïnes d'action existent, bien sûr, mais restent moins nombreuses que les héros masculins. On peut penser à Ripley dans Alien, à Sarah Connor dans Terminator 2 ou à quelques figures fortes des années 90. Mais Lara apporte autre chose. Elle vient directement de la culture vidéoludique, avec une image déjà mondialisée, et le film la place au centre d'un blockbuster conçu autour d'elle. Ce n'est pas un personnage secondaire qui devient populaire malgré le système, c'est le système qui mise sur elle. Bien sûr, cette représentation n'est pas sans ambiguïté. Lara Croft a toujours été un personnage discuté, admiré pour son indépendance, mais aussi critiqué pour une image très sexualisée dans ses premières versions de jeux vidéo. Le film essaie de naviguer entre ces deux réalités. Il met clairement en valeur l'apparence d'Angelina Jolie. Il construit une iconographie très stylisée autour de son corps et de ses costumes, mais en même temps, il insiste sur son pouvoir d'action, son intelligence, son contrôle. Lara n'est jamais présentée comme un simple objet passif du regard. Elle regarde en retour, elle décide. Elle domine souvent la scène avant même d'avoir bougé. C'est peut-être pour cela que la performance de Jolie reste si importante dans le souvenir du film. Elle parvient à prendre une figure qui aurait pu être ridicule en prise de vue réelle et à lui donner une assurance presque naturelle. Les accessoires auraient pu sembler trop voyants. Les postures auraient pu paraître forcées. Les répliques auraient pu devenir kitsch. Mais elle joue le tout avec une conviction totale. Elle ne s'excuse jamais d'être dans un film excessif. Elle accepte le ton, elle l'amplifie, elle le rend cohérent par sa présence. Et cette présence a eu un effet durable sur son image publique. Après Lara Croft, Tomb Raider, Angelina Jolie devient encore plus fortement associée à l'idée d'une star d'action capable de porter un film international. Ce rôle contribue à installer une facette de sa carrière qui continuera dans d'autres projets. Des personnages physiques, dangereux, autonomes, souvent entourés d'une aura de mystère. Même quand les critiques du film sont réservées, beaucoup reconnaissent que Jolie, elle, est l'élément central qui fonctionne.
elle devient la preuve vivante que l'adaptation pouvait exister, même si tout le reste était discuté. Ce qui me semble le plus intéressant, avec le recul, c'est que le film ne cherche pas vraiment à transformer Angelina Jolie pour qu'elle disparaisse dans Lara Croft. Au contraire, il fait fusionner les deux images. Il prend une actrice déjà fascinante pour le public et l'utilise pour donner à Lara une dimension presque mythique. Le résultat n'est pas discret, mais il est efficace. On ne regarde pas seulement un personnage, on regarde la rencontre entre une icône de jeux vidéo et une star de cinéma au moment précis où leurs deux légendes se renforcent mutuellement. Voilà pourquoi le casting autour d'elle, même quand il reste parfois simple dans son écriture, fonctionne comme une constellation. White donne le poids émotionnel, Glenn donne l'opposition froide, Craig donne l'ambiguïté séduisante, Taylor et Barry donnent l'humour et le quotidien étrange. Mais Jolie, elle, donne la gravité centrale, elle est l'axe. Tout tourne autour de son énergie, de son visage, de ses gestes, de sa manière de faire croire que Lara Croft peut vraiment exister dans un monde de cinéma. Et maintenant que cette incarnation est en place, il faut regarder comment le film la filme. Parce qu'une héroïne aussi iconique ne dépend pas seulement de l'actrice qui la joue. Elle dépend aussi de la caméra, des décors, du rythme, des combats, des couleurs, de la façon dont chaque scène transforme un personnage en image mémorable. C'est là que le travail de Simon West, avec ses qualités, ses excès et ses limites très marquées par le début des années 2000, devient essentiel à comprendre. Pour comprendre Lara Croft, Tomb Raider, il faut accepter une chose dès le départ. Ce film ne cherche jamais vraiment à être naturel. Il ne veut pas donner l'impression qu'une caméra aurait capté une aventure crédible dans le monde réel. Il veut fabriquer une icône, presque une publicité géante pour l'aventure, le mystère et l'attitude cool du début des années 2000. Et c'est exactement là que la mise en scène de Simon West devient intéressante. Pas forcément parce qu'elle est subtile, mais parce qu'elle assume une esthétique très précise, très reconnaissable, presque impossible à confondre avec une autre époque. Simon West arrive sur ce projet après avoir réalisé Les Ailes de l'Enfer, un film d'action très populaire des années 90, connu pour son excès, ses images musclées, ses personnages très dessinés et son goût du spectaculaire. Avec Lara Croft, Tomb Raider, il ne change pas complètement de logique. Il ne prend pas le matériau du jeu vidéo pour en faire un drame réaliste ou une aventure à l'ancienne. Il le traite comme une machine à images. Lara doit être vue, cadrée, stylisée, mythifiée. Chaque entrée du personnage semble pensée pour rappeler au public. Regardez bien, ceci n'est pas seulement une héroïne, c'est une marque, une silhouette, un symbole. Ce choix se voit dès la manière dont le film filme le manoir Croft. Ce lieu pourrait être présenté comme une simple maison aristocratique anglaise, avec des meubles anciens, des portraits de famille et un peu de poussière noble. Mais le film en fait tout autre chose. Le manoir devient un mélange étrange de château, de musée, de salle d'entraînement, de laboratoire et de quartier général secret. C'est presque une extension du personnage. On comprend que Lara ne vit pas dans un espace ordinaire. Elle habite un monde préparé pour l'aventure, comme si chaque mur pouvait cacher un mécanisme, chaque pièce une surprise, chaque couloir une trace du passé familial. Cette production design, c'est-à-dire la manière dont les décors racontent l'univers, est l'un des points forts du film. Même quand l'intrigue va vite, même quand les dialogues restent simples, les lieux donnent une identité très claire à l'ensemble. Le manoir est immense, théâtral, presque excessif. Les temples sont chargés de mystères. Les espaces liés aux Illuminati ont une froideur cérémonielle. Et entre ces mondes, Lara circule avec une aisance qui la rend encore plus irréelle. Elle semble appartenir partout et nulle part à la fois. Elle peut être chez elle dans un salon aristocratique, dans un garage rempli de technologie ou au milieu d'une ruine ancienne. La mise en scène travaille beaucoup cette idée de contraste. D'un côté, il y a la vieille pierre, les symboles anciens, les artefacts, les lieux sacrés, les traditions secrètes. De l'autre, il y a les ordinateurs, les machines, les armes modernes, les véhicules, les entraînements presque militaires. Le film adore mettre ces deux mondes l'un contre l'autre. Lara est exactement au point de rencontre. Elle connaît les légendes, mais elle utilise la technologie. Elle respecte les traces du passé, mais elle les traverse avec une énergie très moderne. Elle est une archéologue de cinéma, bien sûr, pas une archéologue réaliste.
mais elle est surtout une héroïne conçue pour réconcilier le vieux mythe et le blockbuster contemporain. Ce mélange se ressent dans les scènes d'action. Simon West ne filme pas l'action comme une expérience sale, douloureuse, pesante. Il la filme comme une démonstration de style. Les mouvements sont chorégraphiés, les poses sont lisibles, les ralentis soulignent les moments iconiques. On ne cherche pas seulement à savoir qui gagne le combat, on regarde comment Lara occupe la scène. Elle se balance, elle tourne, elle vise, elle esquive, elle bondit. C'est parfois plus proche d'une danse d'action que d'un affrontement réaliste. Et même quand le film devient excessif, il garde cette logique. L'action doit confirmer l'image de Lara. La séquence d'entraînement au début résume très bien cette approche. Une machine attaque Lara dans son propre manoir et au lieu de ressentir une vraie menace, on ressent surtout le plaisir du spectacle. Le danger est presque ludique. Lara semble avoir organisé sa vie pour ne jamais s'ennuyer. C'est une idée très forte pour le personnage. Même chez elle, elle a besoin d'épreuves. Même dans son intimité, elle recrée l'aventure. Et cette scène sert aussi à montrer que le film ne va pas demander au public de croire à tout de manière littérale. Il faut accepter le jeu, accepter l'exagération, accepter que l'univers fonctionne selon les règles du fantasme. Ce rapport au jeu vidéo est constant, même quand le film ne copie pas directement une mécanique précise. Les lieux ressemblent souvent à des niveaux. On entre dans un espace, on découvre une menace, on comprend une règle, on avance vers l'objectif suivant. Les objets importants sont presque toujours très visuels. L'horloge, les fragments, les mécanismes, les symboles. Le récit progresse par étapes claires, comme si le film voulait conserver la sensation d'une quête. Ce n'est pas toujours très fluide en termes de dramaturgie, mais cela donne au film une énergie simple, directe, très accessible. Il y a aussi une question de rythme. Lara Croft, Tomb Raider avance vite, parfois trop vite. Certaines scènes donnent l'impression qu'on aurait pu rester davantage dans l'exploration, laisser respirer les lieux, créer plus de tension avant les révélations. Mais le film préfère le mouvement. Il veut passer d'un décor à l'autre, d'une information à l'autre, d'un morceau d'action à l'autre. C'est une qualité et une limite. Une qualité, parce qu'on ne s'ennuie presque jamais. Une limite, parce que certains éléments émotionnels ou mythologiques auraient mérité plus de temps. Le film a des idées, mais il les traite souvent comme des tremplins vers la prochaine séquence spectaculaire. Ce qui marque vraiment l'image du film, c'est son côté très début des années 2000. Les textures, les lumières, les costumes, la musique, le montage, tout porte cette signature. On sent une époque où Hollywood aimait les héros très stylisés, les coupes rapides, les ambiances métalliques, les laboratoires high-tech, les méchants élégants, les génériques nerveux, les scènes d'action pensées pour l'impact immédiat. Ce n'est pas le classicisme d'Indiana Jones. Ce n'est pas encore le réalisme plus sombre que beaucoup de blockbusters chercheront après. C'est une zone intermédiaire, flashy, confiante, parfois kitsch, mais très identifiable. Le costume de Lara participe évidemment à cette identité. Le film reprend les éléments les plus reconnaissables du personnage. La tenue d'aventure, les holsters, les bottes, l'allure sportive, cette silhouette immédiatement lisible. Mais il ne se contente pas de reproduire. Il adapte la figure au cinéma en accentuant son pouvoir visuel. Chaque accessoire devient un signe. Les lunettes ne sont pas seulement des lunettes. Les armes ne sont pas seulement des armes. Les gants, les sangles, les mouvements de cheveux, les regards vers la caméra, ou presque vers la caméra. Tout participe à la fabrication d'une image que le public peut retenir en une seconde. Cette volonté d'icône explique aussi certaines critiques adressées au film. À force de vouloir montrer Lara comme une figure parfaite, la mise en scène prend parfois le risque de figer le personnage. Elle devient tellement stylisée qu'on peut avoir l'impression de regarder une affiche animée. Mais, dans le même temps, c'est précisément ce que beaucoup de spectateurs sont venus chercher. Le film vend une incarnation. Il ne cache pas sa nature de spectacle commercial. Il ne prétend pas être autre chose qu'un grand véhicule d'aventure autour d'une héroïne devenue phénomène mondial. Les décors exotiques, notamment ceux liés au Cambodge, posent une autre question. Visuellement, le film utilise les temples comme un espace de mystère, de danger et de beauté ancienne. Les pierres, les racines, les statues, les passages secrets créent une atmosphère immédiatement évocatrice. Mais ce type de représentation appartient aussi à une longue tradition hollywoodienne
où les cultures anciennes deviennent des décors pour l'aventure occidentale. Il faut le voir avec lucidité. Le film admire ces lieux pour leur puissance visuelle, mais il les simplifie énormément. Il les transforme en terrain de quête, en puzzle, en scène d'action. C'est efficace pour le spectacle, mais limité pour la profondeur culturelle. Cela dit, la force de Simon West est d'assumer le film comme une aventure graphique. Il ne cherche pas une lente contemplation documentaire. Il veut que chaque espace ait une fonction claire dans l'élan du récit. Un temple doit contenir un secret, un manoir doit cacher une horloge, un laboratoire doit préparer l'action, une salle de réunion secrète doit suggérer le pouvoir. Le monde de Lara Croft, Tomb Raider, est construit comme un atlas de sensations: luxe, danger, mystère, vitesse, solitude, pouvoir. On passe de l'un à l'autre sans toujours s'arrêter, mais l'ensemble garde une cohérence d'imaginaire. La caméra, elle, aime beaucoup Angelina Jolie. C'est évident, parfois même trop évident. Mais cela fait partie du contrat. Le film sait que sa star est son principal effet spécial. Il la cadre comme une apparition, une force, une énigme. Dans les scènes d'action, il insiste sur sa maîtrise physique. Dans les moments plus calmes, il cherche son visage, son silence, son intensité. Même quand le scénario ne donne pas beaucoup de nuances, la caméra essaie de trouver chez elle une profondeur. C'est l'un des paradoxes du film. Il est très superficiel par moments, mais il repose sur une actrice qui donne l'impression qu'il y a toujours autre chose sous la surface. La mise en scène a aussi une relation particulière au danger. Elle le rend rarement vraiment brutal. Les combats sont stylisés, les explosions spectaculaires, les pièges impressionnants, mais le film reste dans une forme d'aventure grand public. On ne ressent pas la peur comme dans un thriller. On ressent plutôt l'excitation d'un parcours. C'est cohérent avec l'esprit du jeu vidéo et avec le statut de Lara. Elle est rarement écrasée par le monde. Elle le traverse avec une confiance presque surnaturelle. Le suspense ne vient donc pas toujours de la question « va-t-elle survivre ?», mais plutôt « comment va-t-elle s'en sortir avec style ?» Et cette notion de style, au fond, est peut-être la clé de tout. Lara Croft. Tomb Raider n'est pas un film que l'on retient pour la complexité de son intrigue ou la finesse de ses dialogues. On le retient pour son image globale, pour cette sensation de blockbuster aventurier très marquée par son époque, pour Angelina Jolie dans un rôle qui semble conçu comme une collision entre cinéma, jeux vidéo et culture pop. Simon West orchestre cela avec une efficacité parfois brutale, parfois maladroite, mais rarement hésitante. Il sait ce qu'il vend. Il vend Lara. Ce qui rend cette direction intéressante aujourd'hui, c'est qu'elle montre une étape dans l'histoire des adaptations de jeux vidéo. Le film n'a pas encore trouvé la recette parfaite pour transformer l'interactivité en cinéma, mais il comprend une chose essentielle. Avant de traduire un gameplay, il faut traduire un fantasme. Le fantasme de Tomb Raider, ce n'est pas seulement résoudre des énigmes ou explorer des tombeaux. C'est être Lara Croft pendant 2 heures. Être plus courageux, plus libre, plus élégant face au danger. Le film construit son langage visuel autour de cette promesse. Et maintenant que nous avons regardé la manière dont le film fabrique son image, il faut passer derrière les caméras. Parce que cette aventure mondiale ne s'est pas créée seulement avec des costumes, des décors et des ralentis. Elle s'est aussi construite à travers des lieux réels, des entraînements physiques, des voyages, des contraintes de production et surtout un tournage qui a donné à certaines scènes une dimension plus concrète que leur apparence très stylisée ne le laisse penser. Ce qui donne à Lara Croft Tomb Raider une partie de son charme, c'est que le film ne se contente pas de faire semblant d'être mondial. Il veut vraiment donner l'impression que Lara traverse une carte immense, comme si chaque continent pouvait cacher un indice. Et derrière cette impression de voyage rapide, il y a un mélange assez typique des grands blockbusters, des décors construits en studio, des lieux réels soigneusement choisis, des paysages spectaculaires, puis toute une mécanique de production pour faire croire que tout cela appartient au même univers. Le spectateur voit une aventure fluide, mais en coulisses, c'est une construction très précise. Une grande partie du film a été réalisée au célèbre studio Pinewood, au Royaume-Uni, un lieu presque mythique pour le cinéma britannique et international. Pinewood, ce n'est pas simplement un endroit où l'on installe des caméras. C'est un morceau d'histoire du cinéma, associé notamment à de nombreux James Bond, à des productions d'action, à des décors immenses,
à cette tradition très britannique du grand spectacle fabriqué avec une vraie expertise technique. Pour un film comme Lara Croft, Tomb Raider, c'était un choix logique. Il fallait construire le monde de Lara à grande échelle, en particulier son manoir, ses salles secrètes, ses espaces d'entraînement et certains décors impossibles à contrôler en extérieur. Le manoir Croft, justement, est l'un des grands décors identitaires du film. Il fallait qu'il semble ancien, noble, presque écrasant, mais aussi rempli de technologie et de secrets. C'est un équilibre délicat. Si le décor paraît trop traditionnel, Lara devient seulement une héritière aristocrate dans une grande maison. S'il paraît trop moderne, on perd la dimension familiale, la mémoire, le poids du passé. Le film choisit donc une voie hybride. Le manoir est un lieu d'héritage, mais aussi une base d'opération. On peut imaginer un ancêtre dans une galerie de portraits, puis, quelques pièces plus loin, tomber sur un dispositif d'entraînement totalement délirant. C'est absurde, mais c'est parfaitement Lara. Cette fabrication en studio permettait aussi de contrôler l'action. Les scènes où Lara court, saute, s'accroche, affronte des machines ou traverse des espaces dangereux exigent une précision énorme. Dans un film d'action, ce qui paraît spontané à l'écran est souvent le résultat de répétitions, de marques au sol, de câbles de protection, de chorégraphie, de coordination entre l'actrice, les cascadeurs, la caméra et les techniciens. Une seconde de mouvement peut demander des heures de préparation. Et dans le cas de Lara Croft, il ne fallait pas seulement que l'action fonctionne, il fallait qu'elle corresponde à l'image du personnage, rapide, élégante, sûre d'elle. Angelina Jolie a donc dû aborder le rôle comme une véritable performance physique. Elle a suivi un entraînement intensif pour donner à Lara cette crédibilité corporelle dont nous avons déjà parlé. Mais il faut insister sur un point. Dans un film comme celui-ci, le corps de l'actrice devient presque un outil de narration. Quand Lara entre dans une pièce, on doit croire qu'elle pourrait grimper au mur, désarmer quelqu'un, se jeter dans le vide ou piloter un véhicule sans hésiter. Cette impression ne vient pas seulement du scénario, elle vient de la posture, de la démarche, de la respiration, de la manière dont Angelina Jolie porte les armes et traverse les décors. On sent aussi que le film veut éviter que Lara soit uniquement protégée par le montage. Bien sûr, le montage aide. Bien sûr, les doublures et les effets sont là. Mais le film a besoin que le public reconnaisse Jolie au cœur de l'action. Si tout était remplacé par des plans trop rapides ou trop lointains, l'illusion serait moins forte. La star doit rester visible. C'est ce qui donne au personnage son poids. On ne regarde pas seulement une cascade abstraite. On regarde Lara, ou plutôt Angelina Jolie devenue Lara, en train d'habiter le mouvement. Le tournage ne s'est pas limité au studio. Le film a aussi utilisé des lieux réels pour donner à l'aventure une dimension plus grande, notamment au Cambodge. Ces scènes sont parmi les plus mémorables visuellement parce qu'elles offrent au film une texture que le studio seul ne peut pas totalement reproduire. Les temples, les pierres anciennes, la végétation, la lumière, tout cela crée une impression de mystère immédiat. Même lorsque le film stylise énormément ces lieux, leur présence réelle ajoute quelque chose. On sent que l'image respire différemment. Le monde devient soudain plus vaste. Le choix du Cambodge a aussi eu un impact au-delà du film lui-même. Pour beaucoup de spectateurs occidentaux, ces images ont contribué à associer l'univers de Lara Croft à des sites d'Asie du Sud-Est, en particulier aux temples autour d'Angkor. Ce genre d'exposition peut nourrir la curiosité touristique, mais il pose aussi une question délicate. Que fait Hollywood quand il utilise un lieu chargé d'histoire comme décor d'aventure? D'un côté, le film attire l'attention sur une beauté architecturale extraordinaire. De l'autre, il simplifie forcément le contexte culturel pour le transformer en espace de poursuite, d'énigmes et de combats. C'est l'une des contradictions classiques du cinéma d'aventure. Mais dans le souvenir populaire, ces scènes fonctionnent parce qu'elles donnent au film ce que le public attend d'un Tomb Raider. La sensation d'entrer dans un lieu interdit. Lara n'est jamais aussi reconnaissable que lorsqu'elle est face à une architecture ancienne, à un mécanisme caché, à des symboles qui demandent à être lus. Le Cambodge permet au film d'inscrire cette image dans un décor réellement impressionnant. Les pierres semblent porter une mémoire que les personnages ne peuvent pas entièrement comprendre. Même si le scénario les utilise surtout pour l'action, l'image, elle, garde une puissance propre. Il y a aussi eu des tournages dans d'autres environnements,
et le film donne constamment l'impression de changer d'échelle. On passe d'un manoir anglais à des espaces secrets, de décors construits à des paysages lointains, d'intérieurs très contrôlés à des lieux qui semblent ouverts sur le monde. Ce mouvement fait partie du plaisir. Le récit n'approfondit pas toujours chaque lieu, mais il les enchaîne comme des chapitres d'un atlas d'aventure. Et c'est exactement ce qu'un public de blockbuster pouvait attendre en 2001. Voyager vite, voir grand, passer d'une ambiance à l'autre sans perdre l'énergie principale. Derrière cette fluidité apparente, les défis de production étaient nombreux. Tourner dans des lieux réels implique des contraintes de météo, de lumière, de logistique, d'autorisation, de transport du matériel, de sécurité des équipes. Tourner en studio implique d'autres problèmes. Construire assez grand, éclairer de manière crédible, intégrer les effets visuels, coordonner les cascades. Un film comme Lara Croft, Tomb Raider est donc un puzzle avant même de devenir un récit. Chaque décor doit correspondre à une partie de l'histoire, mais aussi à un calendrier, à un budget, à des contraintes physiques très concrètes. Et puis il y a l'action elle-même. Les combats et les cascades ne sont pas seulement là pour remplir le film. Ils doivent rappeler le langage du jeu vidéo sans tomber dans la simple copie. C'est un équilibre compliqué. Dans un jeu, répéter une action, rater un saut, recommencer, chercher la bonne solution, tout cela fait partie de l'expérience. Au cinéma, on ne peut pas montrer 10 essais. Il faut condenser le plaisir du jeu en une séquence lisible et satisfaisante. Les chorégraphies essaient donc de donner l'impression que Lara maîtrise l'espace comme un joueur expérimenté maîtrise un niveau. Elle voit les possibilités plus vite que les autres. Ce travail repose beaucoup sur les coordinateurs de cascade, les préparateurs physiques et toutes les équipes qui rendent l'impossible présentable. Quand Lara tire en mouvement, quand elle se suspend, quand elle affronte plusieurs ennemis ou traverse une pièce en pleine attaque, le résultat dépend d'une collaboration très fine. On pense souvent à l'actrice ou au réalisateur, mais le cinéma d'action est un art collectif. Il y a ceux qui conçoivent les mouvements, ceux qui les sécurisent, ceux qui les éclairent, ceux qui les cadrent, ceux qui les montent. La star attire la lumière, mais l'illusion appartient à toute une armée invisible. Ce qui est intéressant avec Lara Croft, Tomb Raider, c'est que le film conserve parfois une texture physique malgré son goût pour l'excès. On sent les décors, les accessoires, les costumes, les armes, les machines. Même quand les effets visuels apparaissent, le personnage évolue souvent dans des espaces tangibles. Cette dimension pratique aide beaucoup, parce qu'elle donne à l'univers un minimum de poids. Si tout avait été entièrement numérique, surtout avec les technologies de l'époque, le film aurait probablement vieilli beaucoup plus durement. Les vrais lieux et les décors construits donnent une base concrète à son imaginaire très stylisé. L'entraînement d'Angelina Jolie se voit aussi dans la manière dont elle interagit avec les accessoires. Les armes, notamment, font partie de l'image iconique de Lara. Mais à l'écran, il faut les manipuler avec une aisance précise, une arme mal portée, un geste hésitant, une posture peu naturelle, et l'illusion s'effondre. Jolie joue Lara comme quelqu'un qui connaît son équipement intimement. Elle n'a pas l'air de découvrir ses outils. Elle les utilise comme une extension de son corps. Cette familiarité renforce l'idée que Lara a vécu bien avant le début du film. On arrive dans son monde alors qu'elle est déjà formée, déjà dangereuse, déjà légendaire. Le même principe vaut pour les véhicules, les gadgets et les environnements d'action. Lara ne demande pas au monde de ralentir pour elle. Elle entre dans chaque situation comme si elle avait une longueur d'avance. Ce choix dramatique a ses limites parce qu'un personnage trop compétent peut parfois réduire la tension, mais il correspond au fantasme du film. Lara est moins une débutante qui apprend qu'une experte confrontée à une épreuve émotionnelle. Elle sait survivre. Ce qu'elle doit apprendre, ce n'est pas à se battre, c'est à comprendre ce que son père lui demande vraiment. Derrière les caméras, cette idée obligeait la production à fabriquer un équilibre, montrer une héroïne presque invincible tout en laissant paraître la fatigue, le risque, l'effort. C'est là que la préparation physique devient importante. Le spectateur peut accepter des situations exagérées si le corps qui les traverse semble engagé. On n'a pas besoin de croire que tout est possible dans notre monde. On a besoin de croire que, dans le monde du film, cette femme est capable de le faire. Et Angelina Jolie, par sa présence, par son investissement,
aide beaucoup à franchir cette barrière. Le tournage au Cambodge a aussi laissé une empreinte personnelle sur Angelina Jolie, qui développera par la suite un lien durable avec le pays. Sans transformer cette partie en biographie, on peut dire que Lara Croft, Tomb Raider marque un moment important dans son rapport à l'international, à l'humanitaire et à l'image publique qu'elle construira ensuite. Le film, conçu au départ comme un divertissement mondial, croise donc indirectement une trajectoire personnelle plus vaste. C'est parfois étrange avec le cinéma populaire. Une production pensée pour l'action et le box-office peut ouvrir, pour une personne, une porte beaucoup plus profonde que prévu. Ce mélange entre spectacles fabriqués et lieux réels explique pourquoi certaines images du film restent en mémoire malgré ses défauts narratifs. On se souvient du manoir, on se souvient des temples, on se souvient de Lara en mouvement, on se souvient de cette impression que le monde est rempli de mécanismes cachés. La production réussit au moins cela. Elle donne à l'univers une géographie émotionnelle. Le manoir, c'est la mémoire du père. Les temples, c'est l'appel de l'aventure. Les espaces secrets, c'est la menace du pouvoir. Et Lara traverse tout cela comme si chaque lieu révélait un morceau d'elle-même. Maintenant, il reste à regarder une autre couche essentielle. Le son, la musique, le montage et tout ce travail invisible qui transforme les images tournées en expériences de cinéma. Parce qu'un film d'action ne vit pas seulement par ses décors et ses cascades, il vit aussi par son rythme, par ses silences, par ses morceaux musicaux, par ses coupes parfois brutales, et par les choix de post-production qui décident si une aventure devient fluide, nerveuse, étrange, ou parfois un peu déséquilibrée. Un film comme Lara Croft, Tomb Raider ne se construit pas seulement avec des temples, des cascades et une star au centre de l'image. Il se construit aussi dans le rythme, dans la manière dont une scène démarre, coupe, accélère, respire à peine, puis repart vers autre chose. Et quand on revoit le film aujourd'hui, c'est peut-être l'un des aspects les plus frappants. Il a un montage très nerveux, très compact, très marqué par son époque. Il ne veut pas que le spectateur s'installe trop longtemps. Il veut l'attraper, le secouer, l'envoyer dans un autre décor, puis lui lancer une nouvelle information avant qu'il ait eu le temps de trop réfléchir. Cette énergie peut être séduisante. Elle donne au film une sensation de mouvement permanent, comme si Lara était toujours déjà en retard sur le mystère, même quand elle semble contrôler la situation. Mais elle crée aussi un effet plus étrange. Certaines idées passent trop vite. Des relations auraient pu être plus développées. Des lieux auraient pu être explorés avec plus de patience. Des révélations auraient pu avoir plus de poids si le film avait accepté de ralentir. Lara Croft, Tomb Raider a beaucoup de matière, mais il la traite parfois comme une bande-annonce prolongée, pleine d'images fortes, de fragments d'émotions, de gestes iconiques, mais moins intéressé par les transitions douces. Ce choix n'est pas seulement artistique, il correspond aussi à une période précise du blockbuster hollywoodien. Au début des années 2000, beaucoup de films d'action cherchent cette vitesse. Montage rapide, scènes courtes, musique très présente, esthétique proche du clip, héros filmés comme des icônes commerciales. Le cinéma absorbe l'énergie des clips musicaux, des jeux vidéo, de la publicité, des chaînes comme MTV. Lara Croft. Tomb Raider appartient clairement à ce monde-là. Il ne cherche pas la lenteur majestueuse. Il cherche le choc immédiat, l'image qu'on retient, le plan qui résume une attitude. La musique joue un rôle énorme dans cette sensation. Le score original est signé Graeme Revell, compositeur déjà associé à des univers très variés, souvent sombres ou atmosphériques. Ici, la musique doit faire plusieurs choses en même temps. Soutenir le mystère ancien, accompagner l'action, donner de l'ampleur aux moments émotionnels liés au père de Lara, et rester compatible avec une bande-son plus moderne, plus électrique, plus orientée vers le public jeune de l'époque. Ce mélange n'est pas toujours discret, mais il correspond très bien à l'identité du film. On passe du sacré au mécanique, du familial au spectaculaire, du temple ancien à la pulsation électronique. Ce qui frappe surtout, c'est la présence de chansons et de sons très contemporains. Le film veut être cool, et il ne le cache pas. Il veut que Lara soit associée à une énergie moderne, presque nocturne, urbaine, même quand elle explore des ruines anciennes. Ce contraste crée une signature particulière. Dans un film d'aventure classique, on aurait peut-être attendu une grande partition orchestrale, pleine de thèmes héroïques et de cuivres majestueux. Ici, l'ambiance est plus hybride.
Le film veut garder un pied dans l'aventure traditionnelle, mais l'autre dans la culture pop du moment. Et cette tension sonore raconte presque tout le projet. La musique sert aussi à lisser les changements de ton. Parce que Lara Croft, Tomb Raider passe très vite d'un registre à l'autre. Une scène peut être légère, presque comique, avec Bryce ou Hilary. La suivante peut introduire une menace secrète. Puis on bascule vers une scène d'action, puis vers une émotion liée au père de Lara. Ce type d'alternance demande beaucoup de contrôle. Quand c'est réussi, le film donne l'impression d'une aventure généreuse, variée, pleine de saveurs différentes. Quand c'est moins réussi, on peut sentir les coutures. Une émotion arrive avant d'avoir été vraiment préparée, ou une scène d'action coupe trop vite un moment plus intime. C'est là que la post-production devient capitale. La post-production, c'est le moment où le film tourné devient le film que le public verra. On choisit les prises, on coupe les scènes, on réduit certains passages, on renforce une musique, on accélère une séquence, on change parfois l'équilibre entier d'un récit. Dans le cas de Lara Croft, Tomb Raider, on sent un film qui cherche constamment à rester efficace, à ne pas perdre son public, à privilégier l'élan. Cela donne un résultat très dynamique, mais aussi un peu comprimé, comme si l'aventure avait été resserrée au maximum pour tenir dans une forme de blockbuster rapide et vendable. Ce phénomène est particulièrement visible dans la relation entre Lara et son père. Sur le papier, c'est l'un des éléments les plus émotionnels du film. C'est même ce qui donne à la quête son sens profond. Pourtant, le film ne s'attarde jamais très longtemps sur cette douleur. Il la rappelle, il l'utilise, il la met en scène à certains moments clés, mais il revient vite à l'action. On peut comprendre ce choix. Le public venait voir Lara Croft en mouvement, pas un drame familial de 2 heures. Mais parfois, on aimerait que le film ose rester un peu plus longtemps dans le silence, dans le manque, dans ce que Lara ne dit pas. Le montage influence aussi la manière dont on perçoit les méchants. Powell et les Illuminati fonctionnent comme des forces narratives efficaces, mais leur univers aurait pu être plus inquiétant si le film avait pris plus de temps pour installer leur rituel, leur histoire, leur influence. Ils sont là, ils veulent l'artefact, ils manipulent, ils menacent. Mais le film les traite surtout comme un moteur de course-poursuite. Là encore, ce n'est pas forcément une erreur pour un divertissement grand public, mais c'est une limite quand on regarde le film comme une histoire de pouvoir secret, de temps et de mémoire. Il y avait de quoi creuser davantage. Passons maintenant à quelque chose que beaucoup de gens ressentent, sans toujours le formuler. Le ton du film est constamment entre deux mondes. D'un côté, il veut être une aventure familiale accessible, avec de l'humour, du spectacle, des décors impressionnants. De l'autre, il veut être un objet plus adulte dans son style, plus sensuel, plus métallique, plus agressif, avec une héroïne très chargée en attitude et en symboles. Ce mélange donne une identité particulière, mais il crée aussi quelques décalages. Certaines scènes ont l'innocence d'un vieux serial d'aventure, d'autres semblent sortir d'un clip d'action pour adolescents du début des années 2000. Ce ton hybride est peut-être l'une des raisons pour lesquelles le film a divisé la critique. Il est trop léger pour être pris comme un grand récit mythologique, trop sérieux par moments pour être simplement une comédie d'aventure, trop stylisé pour être réaliste, trop attaché à son héroïne pour devenir un pur film d'ensemble. Mais c'est aussi ce qui le rend reconnaissable. Beaucoup de films parfaitement équilibrés disparaissent de la mémoire. Lara Croft, Tomb Raider, lui, reste parce qu'il a une personnalité très marquée, même quand cette personnalité est bizarre, excessive ou inégale. Le son des scènes d'action participe beaucoup à cette personnalité. Les coups, les tirs, les mécanismes, les portes anciennes, les machines, tout est amplifié pour donner une sensation de puissance. Le monde de Lara n'est pas silencieux. Il grince, explose, vibre, s'ouvre, se referme. Même les objets semblent avoir une présence sonore. L'horloge, par exemple, est importante parce qu'elle est entendue avant d'être vraiment comprise. Son tic-tac devient un appel. Dans un film obsédé par le temps, commencer par un son répétitif, presque hypnotique, est une idée simple mais efficace. Le mystère entre par l'oreille avant d'entrer par l'image. Il faut aussi parler des effets visuels, parce qu'ils font partie de la post-production et du vieillissement du film. Certains effets ont gardé un charme très concret, surtout quand ils s'appuient sur des décors physiques ou des mouvements lisibles. D'autres portent clairement la marque de 2001.
Les statues animées, certains environnements numériques, quelques transitions spectaculaires, tout cela peut sembler daté aujourd'hui. Mais ce vieillissement n'est pas forcément un défaut absolu. Il raconte une époque où le numérique devenait de plus en plus central, sans avoir encore la fluidité ou la discrétion qu'il atteindra plus tard dans certains blockbusters. Ce qui est intéressant, c'est que le film ne cache pas son goût pour l'artifice. Il ne cherche pas à faire oublier qu'il est fabriqué. Il assume l'effet, l'image, le décor spectaculaire. C'est presque un film de surface brillante. Cuir, métal, pierre, verre, écran, armes, bijoux, artefacts. Tout a une texture forte. La post-production accentue cette sensation en donnant au film un rythme de vitrine animée, où chaque séquence doit montrer un nouvel aspect de l'univers. Parfois, cela donne moins une immersion profonde qu'un défilé d'images. Mais pour une adaptation de jeux vidéo de cette période, ce choix a une logique évidente. Le cas des scènes supprimées ou des versions alternatives est toujours délicat à évoquer, parce qu'il ne faut pas inventer un autre film qui n'existe pas. Mais comme beaucoup de productions de ce type, Lara Croft, Tomb Raider donne l'impression qu'il a été affiné, réduit, resserré pour privilégier le rythme. On sent par endroits qu'il pourrait y avoir plus de contexte, plus de respiration, plus de développement autour des relations. Le film final choisit l'efficacité commerciale. Il préfère que le public sorte avec l'image de Lara en tête plutôt qu'avec une mythologie parfaitement détaillée. Et, d'un certain point de vue, ce pari a fonctionné. Ce choix se voit aussi dans la durée des scènes d'exposition. Les explications sur l'alignement planétaire, le triangle de lumière ou les Illuminati doivent être assez claires pour que le spectateur suive, mais jamais trop longues pour ne pas ralentir le spectacle. Le film marche donc sur une corde raide, donner assez d'informations pour justifier l'aventure, mais pas assez pour transformer le récit en leçon ésotérique. Par moments, l'équilibre est un peu fragile. On comprend l'essentiel, mais on ne ressent pas toujours la profondeur historique que le film suggère. C'est une mythologie de blockbuster, plus fonctionnelle que réellement immersive. Et pourtant, malgré ses limites, la construction sonore et rythmique aide le film à rester vivant. Même quand une scène est un peu absurde, elle passe grâce à l'énergie. Même quand une motivation paraît simplifiée, le mouvement emporte la question. C'est le pouvoir du montage dans ce type de cinéma. Il peut masquer certaines faiblesses, mais il peut aussi créer une sensation authentique de plaisir. Lara Croft. Tomb Raider n'est pas un film qui demande au spectateur de méditer longtemps. Il demande plutôt de monter dans le véhicule, d'accepter les secousses et de regarder où Lara va nous emmener. La musique et le montage renforcent surtout une idée centrale. Lara est toujours en avance sur le monde autour d'elle. Le rythme du film épouse cette avance. Il court avec elle. Il coupe avant que les autres personnages ne deviennent trop lourds. Il relance dès que l'intrigue menace de s'immobiliser. Il privilégie l'impact à la contemplation. C'est parfois frustrant, mais c'est cohérent avec une héroïne qui refuse elle-même l'immobilité. Lara ne reste pas dans le deuil, elle le transforme en action. Elle ne reste pas devant une énigme, elle la force à s'ouvrir. Le film adopte la même attitude. Ce rapport au rythme explique aussi pourquoi certaines personnes gardent un souvenir très agréable du film malgré des critiques souvent sévères. Un souvenir de cinéma n'est pas toujours lié à la perfection narrative. Parfois, il tient à une ambiance, une musique, une silhouette, une vitesse, une époque de notre vie. Lara Croft, Tomb Raider a cette qualité-là. Il peut paraître maladroit quand on l'analyse froidement, mais il possède une pulsation pop qui a marqué beaucoup de spectateurs. Il ressemble à une capsule du début des années 2000, avec tout ce que cela implique de style, d'excès et de confiance un peu naïve. Et maintenant que nous avons regardé comment le film se construit dans le son, le montage et la post-production, il faut se tourner vers sa rencontre avec le public. Car une chose est de fabriquer une icône en studio, avec une star, des décors et une bande-son. Une autre est de voir comment les critiques, les spectateurs, le box-office, les fans de jeux vidéo et le public français réagissent réellement. Et sur ce point, Lara Croft, Tomb Raider, raconte une histoire très révélatrice, celle d'un film parfois critiqué, mais commercialement assez puissant, pour prouver que Lara Croft avait bien franchi la frontière entre la console et le grand écran. Quand Lara Croft, Tomb Raider arrive dans les salles, il ne débarque pas comme un petit film d'aventure qu'on découvre par hasard.
Il arrive avec le poids d'une marque déjà énorme, avec Angelina Jolie au centre de toute la campagne, avec l'attente des fans du jeu vidéo et avec la curiosité d'un public plus large qui connaît Lara Croft sans forcément connaître ses jeux. Et ça, c'est très important. Le film n'avait pas seulement besoin de convaincre les joueurs. Il devait prouver qu'une héroïne née sur console pouvait devenir une vraie star de cinéma pour tout le monde. Commercialement, le pari fonctionne. Le film réalise un très gros démarrage aux États-Unis et finit sa carrière mondiale avec environ 274 millions de dollars de recettes. Pour une adaptation de jeu vidéo sortie en 2001, c'est un résultat considérable. À cette époque, Hollywood cherche encore comment traiter les licences de jeux. Beaucoup de studios voient le potentiel, mais ils ne savent pas toujours comment transformer une expérience interactive en récit de cinéma. Lara Croft, Tomb Raider arrive donc comme une preuve assez spectaculaire. Même si les critiques ne suivent pas, le public peut répondre présent. Ce succès est d'autant plus intéressant que le film n'est pas porté par une équipe de super-héros ou par une franchise de cinéma déjà installée. Il repose principalement sur un personnage, un nom, une silhouette, une star. Lara Croft devient le point de vente central et Angelina Jolie devient le visage qui permet au public non-joueur d'entrer dans l'univers. Ce n'est pas un détail. Beaucoup d'adaptations de jeux vidéo échouent parce qu'elles parlent surtout aux fans déjà convaincus. Ici, le film essaie d'élargir le cercle. Il dit au public « Vous n'avez pas besoin d'avoir terminé les jeux pour comprendre le plaisir. Regardez cette femme entrer dans l'aventure et suivez-la. » En France aussi, la sortie est significative. Le titre reste Lara Croft, Tomb Raider, ce qui montre bien que le nom de l'héroïne est déjà considéré comme une marque reconnaissable. On ne cherche pas à le traduire ou à l'adoucir. On le garde tel quel parce que Lara Croft est déjà Lara Croft dans l'imaginaire populaire. Pour le public français du début des années 2000, c'est un objet très identifiable. Un blockbuster américain très visible, inspiré d'un jeu britannique, porté par une actrice hollywoodienne et vendu comme une aventure mondiale. Une sorte de produit culturel parfaitement international. Mais si le public répond plutôt bien, la critique, elle, est beaucoup plus froide. Beaucoup de journalistes reprochent au film son scénario trop mécanique, son manque de profondeur, son rythme parfois haché, ou son côté plus publicitaire que réellement cinématographique. Ce genre de réaction n'est pas surprenant. Les adaptations de jeux vidéo partent souvent avec un handicap critique, surtout à cette période. Pour une partie de la presse, le simple fait de venir du jeu vidéo suffit presque à faire baisser les attentes artistiques. Le médium vidéoludique n'a pas encore, dans le discours culturel général, la reconnaissance qu'il gagnera progressivement plus tard. Ce contexte explique en partie la sévérité. Aujourd'hui, on parle beaucoup plus facilement du jeu vidéo comme d'un art, avec ses auteurs, ses univers, son histoire, ses langages. Mais en 2001, beaucoup de critiques voient encore le jeu comme un divertissement adolescent, spectaculaire, bruyant, pas forcément digne d'une adaptation ambitieuse. Lara Croft, Tomb Raider arrive donc dans un climat où il doit défendre deux choses à la fois, sa valeur de film d'aventure et la légitimité de son origine vidéoludique. C'est beaucoup demander à un blockbuster qui, honnêtement, cherche surtout à divertir. Cela ne veut pas dire que toutes les critiques étaient injustes. Le film a de vraies limites. Son intrigue peut sembler trop simple. Certains personnages secondaires manquent d'épaisseur. Les Illuminati ne sont pas développés autant qu'ils pourraient l'être. La mythologie du triangle de lumière reste plus fonctionnelle que vraiment fascinante. Et parfois, le film semble tellement occupé à mettre Lara en valeur qu'il oublie de donner autant de relief au monde autour d'elle. Ses reproches sont compréhensibles. Mais il ne raconte pas toute l'histoire de sa réception, parce qu'il y a aussi un autre phénomène. Beaucoup de spectateurs se souviennent du film avec plus de tendresse que les critiques ne le laissaient prévoir. Ce n'est pas forcément parce qu'ils le considèrent comme un chef-d'œuvre, c'est plutôt parce que le film a imprimé une image. Angelina Jolie en Lara Croft, le manoir, les doubles pistolets, les temples, l'énergie très début des années 2000, tout cela a créé une trace. Et parfois, dans la culture populaire, une trace visuelle compte autant qu'une construction dramatique parfaite. On peut oublier un dialogue, mais se souvenir d'une silhouette. Les fans du jeu vidéo, eux, ont souvent eu une réception plus partagée. D'un côté,
Voir Lara Croft incarnée dans un grand film hollywoodien représentait une forme de consécration. Le personnage sortait de l'écran de jeu pour entrer dans les salles de cinéma du monde entier. De l'autre, certains pouvaient regretter que le film ne retrouve pas pleinement la sensation d'exploration, de solitude et de mystère des jeux. C'est l'éternel problème de l'adaptation. Ce qui fonctionne quand on joue ne fonctionne pas toujours quand on regarde. Le film choisit l'action et l'icône plutôt que l'expérience lente de l'exploration. Et ce choix a influencé toute la manière dont on a parlé du film. Lara Croft, Tomb Raider n'est pas devenu une référence critique majeure, mais il est devenu une référence industrielle. Pendant des années, quand on évoquait les adaptations de jeux vidéo, son nom revenait forcément. Il était l'un des exemples les plus visibles de ce que Hollywood pouvait gagner avec une licence connue, même si le résultat artistique divisait. Il a montré aux studios que le jeu vidéo n'était pas seulement un réservoir de titres, mais un réservoir de personnages, d'images, de communautés et de fantasmes. Cette distinction est essentielle. Adapter un jeu vidéo, ce n'est pas simplement prendre son scénario. Beaucoup de jeux n'ont pas un récit fait pour le cinéma, ou alors leur récit dépend énormément de la participation du joueur. Ce qu'il faut adapter, c'est souvent une sensation, une promesse, une manière d'être dans le monde. Pour Tomb Raider, cette promesse, c'est l'aventure dangereuse vécue à travers une héroïne extrêmement compétente. Le film comprend cela mieux qu'il ne comprend parfois la construction dramatique. Il échoue peut-être à créer une intrigue inoubliable, mais il réussit à vendre l'idée de Lara comme héroïne de grand écran. Les récompenses et nominations racontent aussi cette ambiguïté. Le film n'entre pas dans l'histoire comme un favori des grandes cérémonies prestigieuses. Il apparaît plutôt dans des catégories liées au cinéma de genre, à la performance d'Angelina Jolie ou à la culture populaire. C'est logique. Lara Croft, Tomb Raider n'est pas conçu comme un drame à prix. Il appartient au territoire du spectacle, de l'action, du divertissement. Et dans ce territoire, la performance de Jolie attire l'attention, parce que même les critiques les plus réservés reconnaissent souvent que son incarnation est le principal point d'ancrage. Il y a quelque chose de presque ironique dans cette réception. Le film reçoit des reproches, parfois sévères, mais son personnage principal devient encore plus célèbre. C'est comme si le film lui-même était moins solide que l'icône qu'il propulse. Beaucoup de spectateurs ne pourraient peut-être pas raconter précisément toute l'intrigue aujourd'hui, mais ils savent très bien à quoi ressemblait Angelina Jolie en Lara Croft. Ils se souviennent de l'attitude, de l'énergie, du mélange de froideur, d'humour et de danger. Et pour un blockbuster construit autour d'une figure, c'est une forme de victoire. La réception française, comme souvent avec les gros films américains, se situe entre fascination et distance. D'un côté, le public répond à l'efficacité du spectacle. De l'autre, la presse française peut se montrer assez méfiante face à un cinéma perçu comme très industriel, très formaté, très dépendant de sa marque. Cette tension est classique. La France a une culture cinéphile forte, très attachée aux auteurs, aux mises en scène personnelles, aux films qui portent une vision singulière. Lara Croft, Tomb Raider, lui, ressemble davantage à une machine internationale, mais une machine avec une image centrale si forte qu'elle échappe en partie à son propre format. Ce qui est intéressant, avec le recul, c'est de voir comment le jugement sur ce type de film évolue. En 2001, on peut le regarder comme une adaptation bruyante et superficielle. 20 ans plus tard, on peut aussi le regarder comme un document culturel. Il raconte ce que Hollywood pensait du jeu vidéo à ce moment-là. Il raconte la façon dont une héroïne féminine pouvait être vendue au grand public. Il raconte l'esthétique des blockbusters pré-super-héros modernes. Il raconte une époque où l'on croyait encore qu'un personnage iconique, une star et quelques grandes séquences pouvaient suffire à lancer une franchise mondiale. Et d'une certaine manière, cela a suffi. Une suite sortira en 2003, toujours avec Angelina Jolie. Plus tard, la franchise reviendra au cinéma avec une autre approche et une autre actrice. Cela prouve que Lara Croft ne dépend pas d'un seul film. Elle est plus grande que cette adaptation. Mais le film de Simon West reste une étape fondamentale, parce qu'il a été le premier à imposer Lara comme visage de cinéma. Même ceux qui préfèrent les jeux ou les versions plus récentes du personnage doivent reconnaître ce passage obligé. Le film a aussi contribué à changer les attentes autour des héroïnes d'action.
Il n'a pas tout inventé, bien sûr. D'autres figures existaient avant lui, et certaines étaient plus riches dramatiquement. Mais Lara Croft, Tomb Raider a placé une femme au centre d'un blockbuster d'aventure mondiale, sans la réduire à un rôle d'accompagnement. Elle porte l'action, l'affiche, le marketing, la mythologie, la suite. Ce genre de visibilité compte, même dans un film imparfait. Il donne au public une image qui peut rester, inspirer, être discutée, critiquée, réinventée. La réception critique et commerciale du film raconte donc deux histoires en même temps. La première dit « Ce n'est pas un grand film selon les critères habituels de la critique ». La deuxième dit « C'est un film qui a compté parce qu'il a montré la puissance d'un personnage, l'attraction d'une star et le potentiel commercial des jeux vidéo au cinéma. » Les deux histoires sont vraies. Et c'est souvent là que les objets pop deviennent intéressants. Ils ne sont pas toujours admirés au moment de leur sortie, mais ils finissent par occuper une place que les critiques seuls ne peuvent pas mesurer. Alors, quand on parle de Lara Croft, Tomb Raider aujourd'hui, il faut éviter les jugements trop simples. Ce n'est ni un chef-d'œuvre oublié, ni une catastrophe sans intérêt. C'est un film charnière. Un film qui a des défauts très visibles, mais aussi une importance culturelle réelle. Un film qui a parfois du mal à raconter son propre mythe, mais qui réussit à graver son héroïne dans l'imaginaire collectif. Et peut-être que c'est exactement pour cela qu'on en parle encore, parce que Lara Croft a survécu aux limites du film qu'il a porté. Il reste maintenant à regarder ce que cette survie signifie. Pourquoi cette version de Lara continue-t-elle d'exister dans les mémoires? Qu'est-ce qui a vieilli? Qu'est-ce qui tient encore? Et pourquoi cette héroïne a-t-elle pu traverser les années, les critiques, les nouvelles adaptations et les changements de regard sur les personnages féminins? C'est là que se trouve la vraie dernière question. Au-delà du box-office, au-delà des notes, au-delà des défauts, quel héritage Lara Croft Tomb Raider a-t-il vraiment laissé? Avec le recul, Lara Croft, Tomb Raider ressemble à un objet très particulier. Un film qu'on peut critiquer facilement, mais qu'on ne peut pas vraiment effacer. Il a des défauts visibles, parfois même évidents. Son scénario avance vite, ses méchants restent assez simples, certains effets ont vieilli, et son esthétique porte tellement la marque du début des années 2000 qu'elle peut faire sourire aujourd'hui. Mais, malgré tout cela, le film continue d'exister dans la mémoire collective. Pas toujours comme un grand classique, non, plutôt comme une image persistante, une époque, une énergie, un moment précis où Lara Croft est sortie du jeu vidéo pour devenir un visage de cinéma. Ce qui a peut-être le plus vieilli, c'est cette confiance absolue dans le style. Le film croit beaucoup à la puissance d'une pose, d'un costume, d'un montage rapide, d'une chanson bien placée, d'un décor spectaculaire. Aujourd'hui, le public est souvent plus exigeant avec les adaptations. On attend des personnages plus développés, des mondes plus cohérents, une écriture plus nuancée. En 2001, le film pouvait encore fonctionner largement sur l'icône. Il suffisait de montrer Angelina Jolie en Lara Croft, de lui donner une énigme ancienne, des adversaires élégants, des armes, un manoir et des temples, et la machine se mettait en route. Mais ce vieillissement a aussi un charme. Lara Croft, Tomb Raider est tellement lié à son époque qu'il devient presque une capsule culturelle. On y retrouve une manière très précise de fabriquer le spectacle. L'héroïne filmée comme une star de clip, le mélange de musique électronique et d'aventures archéologiques, les gadgets, les lunettes sombres, les ralentis, les laboratoires, les sociétés secrètes, les méchants bien habillés, les décors qui semblent sortis d'un croisement entre un jeu vidéo et une publicité de luxe. On peut trouver cela kitsch, mais c'est un kitsch identifiable et parfois même assez attachant. Ce qui tient encore, en revanche, c'est Angelina Jolie. C'est elle qui empêche le film de devenir seulement une curiosité datée. Son incarnation a une force simple, presque évidente. Elle donne à Lara une présence qui dépasse l'écriture. Même quand une scène manque de subtilité, elle reste magnétique. Même quand le dialogue est fonctionnel, elle apporte un regard, une posture, une assurance. Et c'est peut-être la marque des vraies icônes de cinéma. Elles survivent aux imperfections du film qui les entoure. On ne se souvient pas toujours de chaque détail de l'intrigue, mais on se souvient d'elle. Cette survie est d'autant plus intéressante que le personnage de Lara Croft a beaucoup changé au fil du temps. Les jeux vidéo ont réinventé son image, son histoire, son corps, sa vulnérabilité, son rapport à la violence, sa place dans l'aventure.
Les versions plus récentes ont souvent cherché une Lara plus humaine, plus blessée, plus réaliste, plus marquée par l'effort et la peur. Face à cela, la Lara de 2001 paraît presque invincible, presque irréelle. Elle appartient à une autre tradition, celle de l'héroïne stylisée, plus grande que nature, qui ne montre pas toujours la douleur, mais transforme chaque obstacle en démonstration de maîtrise. On pourrait dire que cette version est moins profonde. C'est vrai, en partie. Mais elle a aussi une pureté de fantasme que les versions plus réalistes n'ont pas toujours. La Lara d'Angelina Jolie n'est pas construite pour ressembler à quelqu'un qu'on pourrait croiser dans la vraie vie. Elle est construite pour devenir une figure. Une silhouette qu'on reconnaît instantanément, une promesse d'aventure. Une personne qui entre dans un temple comme d'autres entrent dans une pièce, qui regarde le danger avec un sourire, qui semble toujours savoir quelque chose que les autres ignorent. Cette dimension mythique explique pourquoi l'image reste forte. Le film laisse aussi un héritage important dans l'histoire des adaptations de jeux vidéo. Il n'a pas résolu tous les problèmes du genre, loin de là. Mais il a montré qu'une licence vidéoludique pouvait générer un blockbuster mondial porté par une vraie star. À une époque où beaucoup d'adaptations étaient accueillies avec méfiance, ce succès commercial a envoyé un signal clair à Hollywood. Le jeu vidéo n'est pas seulement un produit pour adolescents, c'est un réservoir d'univers, de personnages et de communautés. On peut discuter du résultat artistique, mais l'impact industriel est réel. Il faut aussi mesurer ce que le film représentait pour une héroïne féminine d'action. Lara Croft n'était pas la première femme forte du cinéma populaire, évidemment, mais elle avait une visibilité particulière parce qu'elle venait déjà avec une identité mondiale. Le film la place au centre sans trop s'excuser. Elle n'est pas la partenaire du héros. Elle n'est pas l'enjeu émotionnel d'un homme. Elle n'est pas une exception dans une équipe masculine. Elle est le titre, le moteur, l'affiche, le regard principal. Même si le film porte les ambiguïtés de son époque, notamment dans la manière de styliser son corps, cette centralité compte. Et c'est justement là que le regard contemporain devient plus complexe. Aujourd'hui, on peut apprécier la puissance de Lara, tout en voyant les limites de sa représentation. Le film vend une héroïne indépendante, intelligente, active, mais il le fait aussi à travers une esthétique très contrôlée, très glamour, très consciente du regard posé sur elle. Ce n'est pas contradictoire, c'est une tension. Lara est à la fois sujet et image. Elle agit, elle décide, elle domine souvent les scènes, mais elle est aussi filmée comme une icône visuelle destinée à fasciner. Cette tension fait partie de son héritage, et elle explique pourquoi le personnage continue de susciter des lectures différentes. Ce qui fonctionne encore également, c'est l'idée émotionnelle de base, une fille face à l'héritage de son père. Sous les gadgets, les combats et les artefacts, le film raconte une histoire assez simple de transmission. Lord Croft laisse à Lara des indices, mais aussi une forme de confiance. Il croit qu'elle sera capable de comprendre ce qu'il a préparé. Il lui confie une mission qui est à la fois mondiale et intime. Et Lara doit apprendre que l'amour d'un disparu ne consiste pas forcément à le ramener, mais à vivre avec ce qu'il a laissé. Cette idée, même traitée rapidement, donne au film une mélancolie discrète. Le thème du temps reste d'ailleurs l'un des plus beaux éléments du récit. Le triangle de lumière promet de manipuler le temps, mais le film montre que cette promesse est dangereuse. Tout le monde veut le temps pour une raison différente. Les Illuminati le veulent pour le pouvoir. Powell le veut pour son ambition. Lara pourrait le vouloir pour son deuil. Et au bout du compte, la vraie maturité consiste à refuser la tentation la plus intime. Accepter que certaines pertes ne se réparent pas avec un artefact. Accepter que le passé peut guider, mais pas être possédé. Pour un film aussi spectaculaire, c'est une idée assez touchante. L'héritage du film se voit aussi dans la manière dont on parle aujourd'hui des blockbusters adaptés de jeux vidéo. Beaucoup de films récents essaient d'être plus fidèles, plus narratifs, plus respectueux du matériau d'origine, parfois même plus sérieux. Lara Croft, Tomb Raider appartient à une époque plus instinctive. On prenait un personnage célèbre, on lui donnait une star, on construisait un grand spectacle autour, et on espérait que l'énergie suffirait. C'était risqué, parfois maladroit, mais aussi très direct. Le film ne s'excuse pas d'être un produit pop, il avance avec une confiance presque insolente, comme son héroïne. Ce qui est amusant,
c'est que cette confiance peut aujourd'hui sembler rafraîchissante. À force de voir des franchises essayer de tout expliquer, de tout connecter, de tout préparer pour une suite ou un univers partagé, on peut retrouver dans Lara Croft, Tomb Raider une forme de simplicité. Le film veut raconter une aventure complète, installer une héroïne, offrir du spectacle, puis laisser une image forte. Il ne construit pas une mythologie interminable. Il ne demande pas au spectateur de connaître 10 films avant. Il dit simplement « Voici Lara Croft, voici un mystère, voici le monde comme terrain de jeu ». Bien sûr, cette simplicité a un prix. On aimerait parfois plus de profondeur, plus d'exploration, plus de silence. On aimerait que le Cambodge ne soit pas seulement un décor d'action, que les Illuminati soient plus inquiétants, qu'Alex West ait plus de complexité, que Powell soit plus qu'un adversaire élégant, que les émotions de Lara respirent davantage. Mais ces manques font aussi partie de l'identité du film. Il n'est pas un roman d'aventure patiemment construit. Il est un choc de culture pop, rapide, brillant, parfois superficiel, mais porté par une image centrale qui résiste. Et cette image centrale a influencé la mémoire collective. Pour beaucoup de spectateurs, Angelina Jolie reste encore aujourd'hui l'incarnation la plus immédiatement reconnaissable de Lara Croft. D'autres préféreront les jeux ou d'autres versions du personnage, et c'est normal, mais son interprétation a fixé une forme de Lara dans l'imaginaire du grand public. Aristocratique, dangereuse, ironique, physique, mystérieuse, presque intouchable. Une femme qui ne demande jamais la permission d'entrer dans l'aventure. Elle entre, tout simplement. Ce qui me semble le plus révélateur, au fond, c'est que le film continue d'être discuté alors qu'il n'a jamais eu le statut d'un chef-d'œuvre critique. Cela prouve que l'importance culturelle d'un film ne se mesure pas seulement à ses notes ou à ses récompenses. Certains films comptent parce qu'ils cristallisent une époque, parce qu'ils transforment une star, parce qu'ils donnent un visage à une transition industrielle, parce qu'ils marquent l'enfance ou l'adolescence de milliers de spectateurs. Lara Croft, Tomb Raider fait partie de ces films-là, imparfaits, mais impossibles à réduire à ses défauts. Alors, que reste-t-il de cette aventure plus de 20 ans après? Il reste une héroïne qui a traversé les changements de mode. Il reste une performance qui a transformé un personnage numérique en présence physique. Il reste des images de temples, de manoirs, de pistolets, de lunettes sombres, de mécanismes anciens. Il reste aussi une question qui accompagne toutes les grandes figures populaires. Pourquoi certaines icônes survivent-elles mieux que les films qui les ont portées? Dans le cas de Lara, la réponse est peut-être simple. Elle représente une liberté absolue. La liberté d'entrer dans les lieux interdits, de lire les secrets du monde, de ne pas attendre qu'on vienne la sauver. Et c'est pour cela que Lara Croft, Tomb Raider garde une place à part. Pas parce qu'il serait parfait, pas parce qu'il aurait tout compris de son personnage, mais parce qu'il a capturé, à un moment précis, l'énergie d'une icône en train de changer de médium. Le jeu vidéo devenait cinéma, Angelina Jolie devenait Lara, Lara devenait une figure encore plus mondiale, et le blockbuster découvrait peu à peu que les héroïnes numériques pouvaient aussi porter de vraies aventures sur grand écran. Ce moment-là, avec ses excès, ses maladresses et son éclat, continue de briller d'une manière étrange. Finalement, le film nous laisse avec une impression assez proche de son héroïne. Il est élégant, imparfait, sûr de lui, parfois excessif, mais difficile à ignorer. Il ne demande pas qu'on le prenne pour un monument du cinéma. Il demande simplement qu'on reconnaisse ce qu'il a réussi à faire. Transformer une silhouette de jeu vidéo en souvenir durable de cinéma populaire. Et dans l'histoire mouvementée des adaptations vidéoludiques, ce n'est pas rien. C'est même un trésor assez rare, caché non pas dans un tombeau ancien, mais dans la mémoire de tous ceux qui, un jour, ont vu Lara Croft apparaître sur grand écran et se sont dit « Oui, elle est vraiment là ».